Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine, bienvenue ici en studio en Allemagne pour une nouvelle présentation statique. Et on est aujourd'hui avec la nouvelle Audi A6. Alors si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'Audi A5, si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien juste au-dessus, allez voir. A6, chiffre pair, veut dire voiture électrique. Et oui, c'est la nouvelle nomenclature de la marque. D'ailleurs, son nom complet, c'est A6 e-tron. Et vous le voyez, il y a toujours deux carrosseries, un break avant, une berline qui s'appelle Sportback ici à cause de son arrière un petit peu fuyant. Bref, il y a pas mal de choses à détailler et on en parle directement. Vous le voyez dans le design, cette nouvelle Audi A6 e-tron, elle ressemble quand même assez fortement au concept qu'on a vu. Alors, elle ressemble au concept déjà parce qu'il y a des lignes vraiment très fluides. D'ailleurs, on a un CX assez impressionnant de 0,21 pour la berline, 0,24 pour le break. Donc, très bon coefficient de pénétration dans l'air en termes d'aérodynamique et pour l'autonomie, c'est pas mal. D'ailleurs, on en reparlera en fin de vidéo, mais c'est assez impressionnant de ce côté-là aussi. Par contre, niveau look, il y a un truc qu'on avait sur le concept que malheureusement on n'a plus ici, c'est que pour les phares, il faut quand même des choses homologuées. Donc, on a certes une très belle signature lumineuse super fine et personnalisable, on peut en avoir jusque 8 différentes. En revanche, pour les feux de route, on est vraiment obligé d'avoir ce gros bloc optique. Alors, l'avantage, c'est qu'il ne se voit pas beaucoup ici, là, dans l'espèce de black mask, comme ils appellent ça, leur calandre, avec beaucoup de panneaux en noir laqué. Mais en revanche, quand ils sont allumés, on voit qu'il y a quand même un gros bloc ici. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. C'est vrai que je trouvais le concept un peu plus fin, un peu plus joli pour ça. Mais encore une fois, norme d'homologation oblige, on ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut avec le design. Sinon, en termes de dimension, on est sur 4,93 m de long et 1,92 m de large. Donc on est vraiment sur une grosse voiture. 1,49 m de haut pour la berline, 4 cm de plus pour le break. Mais sinon, en longueur-largeur, elles font exactement la même taille. Et sur les deux, on retrouve aussi d'ailleurs un très très grand empattement. Donc la distance entre les deux essieux, 2,95 m. C'est énorme, tandis que les jantes pour leur part vont de 19 pouces en série jusqu'à 21 pouces en option. Après, si vous voulez du coffre, regardez, si je m'approche normalement, je devrais avoir ici en bas, vous le voyez, il y a un petit logo. Il me suffit juste normalement de lever ma jambe, hop, on a un haillon main libre, c'est quand même plutôt pratique. 502 litres de capacité, c'est un petit peu moins, c'est environ 60 litres de moins, 60 décimètres cubes de moins que la génération d'Audi A6 actuelle. Mais bon, c'est comme ça. Et normalement, si je re-kick, je crois que le coffre se ferme tout seul. Et voilà. Et par contre, il faut que je m'éloigne de la voiture pour que ça fonctionne. Donc suivez-moi. Et voilà, le coffre se referme tout seul. C'est assez rigolo d'ailleurs ces petits gimmicks et c'est plutôt pratique parce qu'en fait, il suffit juste que j'ai la clé dans ma poche et ça marche aussi pour l'avant. Normalement, si je suis ici et que juste, hop, petit tour de passe-passe, on dirait que je suis un Jedi, j'adore ça. Hop, il suffit en plus de faire ça comme si c'était un capot classique et on a un petit rangement à l'avant, je crois qu'il fait à peu près 27 décimètres cubes, donc c'est pas énorme. En revanche, c'est pratique pour mettre tous les câbles de recharge ou alors des trucs un peu sales qu'on voudrait pas mettre dans le coffre avec des tapis. Ici, c'est juste un bac en plastique, donc c'est facilement lavable, on va dire. Hop, on referme ça tranquillement. Et si vous me suivez, on peut aller maintenant voir le coffre de la version berline, la version Sportback, qui fait exactement la même capacité, 502 décimètres cubes. La seule différence que vous aurez, c'est que le plancher est globalement un petit peu plus plat dans le break. Et donc, quand on rabat les sièges, on peut avoir vraiment un plancher quasiment plat jusque très loin. Alors que ici, on voit qu'il y a quand même une marche au fond du coffre. Et que du coup, quand on rabat les sièges, hop, ça fait un angle comme ça. Mais l'Audi A6, c'est une voiture qui se vit aussi à l'intérieur. C'est une grande routière, c'est une voiture qui est censée être super confortable, dans laquelle on a de la place et dans laquelle on est bien. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne dans l'habitacle. Ne surtout pas claquer la portière. Il y a un soft close, ça se ferme, c'est délicat, c'est fin, ça fait plaisir. Bref, c'est un petit raffinement bien sûr, c'est rien d'indispensable. Mais dans ce genre de voiture, c'est quand même quelque chose qu'on attend plutôt à ce niveau de gamme-là.
Pour ce qui est de la présentation, bah écoutez, finalement, si vous avez déjà vu un Q6 e-tron, vous n'êtes pas franchement dépaysé, hein. C'est la même planche de bord, la même chose. Ça ressemble aussi pas mal à ce qu'on a vu déjà dans l'A5, voilà, la vidéo que je vous mentionnais tout à l'heure. À la différence près que ici, on peut avoir des rétroviseurs caméra. Et vous les voyez, avant sur le Q8 e-tron, ils étaient plutôt placés en bas et c'était pas très facile en lisibilité. Alors que maintenant, on tourne la tête et on regarde exactement là où on regarderait pour un vrai comment dire, rétroviseur extérieur. Donc c'est pas mal du tout. En l'occurrence là, les petites caméras, on peut les bouger comme ça directement à la main, c'est assez fluide, il y a plutôt une bonne définition. Alors là où j'aurais peut-être un petit bémol avec ce genre de techno, c'est la nuit. Je demande à voir comment se débrouillent en basse lumière ces caméras, parce que c'est souvent là que ça peut être, on voit pas grand chose. Et il y a quand même toujours ce problème des rétro caméras où on a beaucoup plus de mal à apprécier les distances qu'avec des rétros classiques. Ceci dit, c'est quand même aussi ce genre d'innovation qui permet notamment de réduire un peu la traînée et donc la résistance, on va dire, à l'air, et donc de gagner encore quelques petits kilomètres d'autonomie. Alors vous ne gagnerez pas 100 km en prenant ces rétros plutôt que les classiques, parce que les classiques existent aussi sur cette voiture, mais voilà, c'est quand même toujours un petit gain, et technologiquement, franchement, ça fait son effet, c'est assez rigolo. On aime ou on n'aime pas, chacun son délire, mais ça a le mérite d'exister. En termes d'ergonomie, bah écoutez, encore une fois, très proche du Q6 e-tron, relativement proche de l'A5 aussi, que vous avez déjà découvert sur notre chaîne. Je suis toujours pas fan de ce gros panel ici avec plein de fonctions sensitives. Je suis toujours pas fan des boutons hyper sensitifs sur le volant, c'est dommage. C'est vraiment la fausse bonne idée, c'est souvent sale parce que déjà il y a des traces de doigts sur le noir, ça se voit tout le temps, donc pour les gens minutieux c'est un peu chiant. Et en plus de ça surtout, savoir ce qu'on fait exactement comme fonction en roulant, sachant qu'il y a certaines touches sensitives qu'on peut activer sans le faire exprès, bah ça marche pas très bien quoi. Moi je suis vraiment pas hyper client de ça. Mais en dehors de ça, je trouve qu'on est bien, on est relativement bien assis dans les sièges. Vous le voyez d'ailleurs ici, c'est assez étrange à ce niveau de gamme. C'est pas du cuir, on a une sellerie ici qui est en tissu. On est un peu entre un tissu et un jean. C'est assez sympa. Après, c'est des choses qu'on retrouve pas forcément dans des voitures très cossues non plus. Je sais que Peugeot en utilise pas mal. Il y a pas mal d'autres constructeurs aussi qui utilisent le tissu. Ça fait du bien de voir autre chose que du cuir dans une voiture. Après, il y en a certains qui trouveront ça peut-être un peu moins haut de gamme qu'une sellerie full cuir, etc. À chacun son appréciation pour ça. Mais en tout cas, après, sinon, dans cet habitacle, je peux vous parler un petit peu du système d'infodivertissement parce qu'on a 3 écrans dans la voiture. On a un écran de 11,9 pouces, les compteurs, c'est le Virtual Cockpit d'Audi, paramétrable, on peut afficher plein de choses différentes dessus. Un grand écran 14,5 pouces tactile, OLED. Enfin, tous les écrans sont OLED, mais voilà, je le précise. Et un petit écran de 10,9 pouces pour le passager, qui d'ailleurs, comme sur le Audi A5, peut changer la polarisation de l'écran peut changer. Ce qui fait que quand moi je suis au volant et que je roule au-dessus d'une certaine vitesse, cet écran-là, il apparaît pour moi comme s'il était complètement noir et complètement éteint. Ce qui fait que je ne suis pas distrait par ça et que la personne qui est ici, bah, du coup, peut regarder des vidéos, etc. en toute légalité, puisque moi, conducteur, je n'ai pas accès à ce contenu-là. L'écran de 14,5 pouces tactile OLED, comme je vous le disais, vraiment une très belle dalle, vraiment bonne définition, beaucoup de contraste, des couleurs vives, super fluide. C'est vraiment un régal à utiliser. Le fait qu'il soit incurvé, là, tout cet écran, là, tout ce panel est incurvé, du coup ça nous permet en fait de pouvoir atteindre l'écran sans, quand on est dans le siège, de voir s'avancer comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt bien fait. J'aime aussi le fait que, je vous le disais déjà sur l'A5, hein, mais en bas, on a quand même notre barre de climatisation où du coup on peut avoir toutes les fonctions les plus importantes accessibles hyper rapidement. Donc ça c'est bien, on n'a pas besoin de pianoter dans 50 000 menus. Peu importe le menu dans lequel on est, même si je lance la navigation, on a toujours cette barre là en bas. Donc ça c'est super cool. Il y a aussi une commande vocale assez évoluée. D'ailleurs, Audi nous précise que ChatGPT est embarqué, peut être embarqué dans la voiture. Donc, on peut poser plein de questions et avoir des réponses en fonction de notre question précédente, etc. Avec un vrai fil un peu de questions-réponses. Donc, ça peut être appréciable. Je pense que c'est plus gadget qu'autre chose. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister et d'être ici. Et il y a aussi 2-3 petits trucs assez rigolos. Bah, comme c'est la base système, c'est Android Automotive, en fait, vous pouvez avoir ici, vous le voyez, un store d'applications avec plein d'applications en natif dans la voiture. Je vous disais, il y a ChatGPT, mais il y a aussi Alexa si vous voulez un assistant. Il y a un truc de karaoké. On peut avoir nos applications de streaming audio déjà dans la voiture, donc sans forcément avoir besoin de connecter son smartphone. On a juste besoin de mettre son compte Spotify sur la voiture
et du coup on n'a pas besoin d'utiliser son téléphone pour ça, donc c'est pas mal. Et il y a aussi, vous le voyez, des jeux. Regardez, si vous voulez, bah regarde, je peux jouer à Beach Buggy Racing 2, voilà. Moi je veux lui, on va continuer. Hop. Et du coup, c'est une voiture électrique, donc il y a des moments où il va falloir qu'on recharge. Et bah si on n'a rien à faire pendant la recharge et qu'on en a marre de traîner sur les réseaux sociaux, on peut jouer à Beach Buggy Racing 2. Alors je pense que je vais être très nul, mais c'est pas grave, on va tester, hein. Ah ouais, d'accord, il faut y aller avec deux mains, sinon c'est compliqué. Hop. Hop là, allez, je vais gagner, c'est sûr. Hop. Bref, vous l'avez vu, c'est assez marrant, c'est un espèce de Mario Kart. Et en fait, bah, c'est comme l'écran, on n'est pas loin d'un écran de smartphone, et ben on a l'impression d'avoir 100% là pour le coup un jeu de smartphone. Et c'est sur un bel écran OLED avec des belles couleurs, ça fonctionne bien. Bon, je suis premier, je m'arrête là, comme ça vous verrez pas que je vais perdre la fin de la course. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, il y a pas mal de possibilités, c'est assez bien fait, ça semble assez quali. Mais bon, une Audi A6, ça s'apprécie aussi aux places arrière. Donc je vous montre ça tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour rentrer dans cette voiture, j'ai dû vraiment beaucoup lever mon pied parce qu'en fait, le gap qu'il y a, la marche qu'il y a pour monter dans l'habitacle est assez importante. Je trouve que c'est encore plus marqué aux places arrière qu'aux places avant, surtout que en fait, on a à cause de la ligne de toit, on a quand même une espèce d'étroitesse pour rentrer dans l'habitacle. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout que les portières ne sont pas très très grandes non plus, à l'inverse de celles de l'avant qui sont pour le coup assez immenses. Et on a un plancher très très haut, bah oui forcément, hein. Voiture qui dit voiture électrique dit batterie dans le plancher, donc on a ici un plancher quasiment plat, mais en revanche il y a quand même un sacré gap pour faire rentrer toute la techno en dessous, donc forcément on est un peu haut. Et c'est le premier chose que je vois quand je suis assis sur cette banquette. Regardez, là je peux pas tout à fait, pas en entier en tout cas, mettre mes pieds sous le siège avant, c'est ma position de conduite à l'avant, donc vous voyez que j'ai beaucoup de place pour les genoux, plutôt pas mal de place à la tête malgré le fait que ce soit une berline avec une poupe un petit peu fuyante, mais en revanche pour l'assise, eh ben, elle est assez courte et bah forcément ça fait un angle comme ça. Et dites-vous que je ne fais qu'1m73, donc quelqu'un qui a un grand gabarit et des grandes jambes, en fait il va se retrouver comme ça pour la totalité du trajet, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc ça c'est dû au fait que le plancher est relativement haut. C'est dommage, on pourra pas y faire grand chose, ça il y a juste des gens qui seront à l'aise, d'autres non, mais en tout cas moi je sais que si je faisais des bornes dans cette voiture, il faudrait que j'essaye de croiser les jambes ou je sais pas, voilà, pour pouvoir avoir une position où je suis un peu plus relax que en tension tout le temps comme ça là, où je pense que si je fais 200 km, ça va pas être super confort pour ça. Pour le reste, sinon la banquette, celle-là est plutôt moelleuse. Et puis on peut bénéficier dans cette voiture, vous le voyez, c'est écrit ici, Bang & Olufsen. Il y a une sono optionnelle qui est assez dingo, qui fait 830 watts. Il y a 20 haut-parleurs. Et 20 haut-parleurs, pourquoi? Parce que sachez qu'ils en ont casé ici, dans les appuis-têtes à l'avant. Dans chaque appui-tête, il y a 2 haut-parleurs. Et en fait, a priori, c'est parce que ça permet de mieux diriger le son. Et ça permet, par exemple, de donner les instructions de navigation. Ou alors, si la personne, le conducteur reçoit un appel, en fait, il l'a que dans sa petite zone à lui. Et normalement, c'est censé moins envahir tout l'habitacle. Après, je ne l'ai pas testé en conditions réelles, donc il faudra attendre l'essai pour savoir si c'est vraiment juste un petit gadget ou si ça a vraiment un réel intérêt. Mais voilà, c'est assez rigolo et je trouvais le chiffre quand même 830 watts dans une voiture, ça commence à être vraiment violent en termes de puissance, donc j'ai hâte de tester ça en conditions réelles. Sachez en tout cas que si vous êtes dans le Sportback, la berline ou dans le break, on a à peu près le même espace à l'arrière. Regardez. Et voilà, j'ai sauté dans le break avant et vous voyez, c'est à peu près la même chose. J'ai toujours le même souci pour les pieds qui ne peuvent pas vraiment aller en dessous. Je suis toujours assis de la même manière. J'ai à peu près le même espace, la même chose. La seule vraie différence que vous verrez ici en fonction de la configuration que vous avez, c'est que là, ça me permet de vous montrer qu'on a une sellerie aussi en cuir, qui est un petit peu plus ferme, je trouve, que la sellerie en tissu. Je sais pas trop à quoi c'est dû. J'aurais pensé que le rembourrage des sièges était le même, mais là, a priori, c'est quand même un petit poil plus ferme. Bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Surtout qu'il faudra voir ce que donne après le confort sur la route. Évidemment, les sièges, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Et je voulais aussi, malheureusement, je peux pas vous le montrer ici, mais quand même vous dire qu'en option, vous pouvez avoir aussi bien sur le Sportback que sur le break avant, un énorme toit panoramique, un énorme toit vitré. Alors il n'est pas ouvrant, mais en revanche il est électrochromatique, c'est-à-dire qu'avec un bouton qui se situe à l'avant au plafonnier,
vous pouvez choisir en fait de faire s'opacifier ou non le toit. Alors ça se fait pas en une seule fois, hein, ça se fait en plusieurs couches, en différentes strates. Donc du coup on peut choisir exactement à l'avant, à l'arrière, ce qu'on veut, etc. Ou alors on peut même avoir un truc zébré si on veut un peu de lumière mais pas trop. Bref, c'est plutôt bien fait, ça ressemble beaucoup à ce que propose aussi Renault par exemple sur son Rafale. Mais ici il y a en revanche plus de différentes couches et de différentes zones que sur le Renault Rafale par exemple. Bon du coup, je vous dis depuis le début voiture électrique, mais je vous ai toujours pas dit ni les batteries, ni la puissance, ni les moteurs, ni tout ça. On y va ? Alors cette nouvelle A6 e-tron, elle repose sur la plateforme PPE. C'est la nouvelle plateforme premium électrique d'Audi, enfin du groupe on va dire, puisque c'est une plateforme partagée par différentes voitures, notamment le Q6, mais aussi le nouveau Porsche Macan électrique. D'ailleurs, on a une vidéo aussi là-dessus, elle s'affiche juste ici si vous voulez aller voir. Mais à l'inverse de la Porsche, cette Audi A6 e-tron ne bénéficie pas de roue arrière directrice. Ils ont dû faire des arbitrages. Je ne sais pas si c'était pour laisser la primeur à Porsche là-dessus, parce qu'ils auraient très bien pu l'implémenter sur une voiture comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Bon. Et sachez en tout cas par contre qu'en option, vous pouvez avoir une suspension pneumatique de série, c'est une suspension métal, passive, classique. Mais il y a du pneumatique en option et c'est probablement vers ça qu'on voudra se diriger si on veut beaucoup de confort. Bon, en ce qui concerne maintenant batterie et motorisation, vous le voyez, j'ai mes petites fiches parce que évidemment il va y avoir beaucoup de chiffres. J'essaierai de vous mettre les principaux à l'écran comme ça au moins vous n'êtes pas obligé d'écouter tout mon blabla. Alors sachez que cette voiture sera lancé au début avec une seule capacité batterie, 100 kWh brut, à peu près 95 kWh net, et qu'il y aura deux versions. Une version qui s'appelle Performance, c'est 367 chevaux, mais un seul moteur juste pour les roues arrière, donc ça reste une propulsion. On est déjà sur un 0 à 100 en 5 secondes 4 et 210 km/h, donc ça commence à être déjà pas mal en termes de performance, pardon. Et on a aussi une version S6 Quattro, parce que oui, bien sûr, il n'y a pas que, les versions thermiques qui ont droit à des versions un peu sportives et un peu plus énervées, les électriques aussi chez Audi. Donc cette S6 Quattro, c'est 503 chevaux, on peut même aller jusqu'à 550 brièvement lors des launch control. Ça permet du coup de faire le 0 à 100 en 3 secondes 9 seulement, donc ça commence à devenir à bien causer et à en remontrer à pas mal de sportives. 240 km/h en pointe. Maintenant vient l'autonomie pour ces voitures-là. Alors la version performance peut aller jusqu'à 757 km d'autonomie avec la carrosserie Sportback. C'est énorme et c'est là où justement tout ce dont je vous parlais au début, le CX, la pénétration dans l'air, etc. joue beaucoup. Le fait que la voiture soit très basse, c'est aussi évidemment un plus pour l'autonomie. Donc 757 km, c'est énorme. Et on a 721 km sur la version Avant Break. Pour la S6, en revanche, c'est un petit peu moins forcément. Elle est beaucoup plus puissante et performante et elle a deux moteurs. C'est 676 km pour la berline, 648 km pour le break Avant. Voilà. Sachez qu'un peu plus tard dans la gamme, on aura aussi deux autres versions qui vont arriver. Une version e-tron Quattro un peu intermédiaire en fait entre la performance et la S6 qui fera 428 chevaux et qui a priori devrait avoisiner 700 km d'autonomie. Et puis on aura vraiment une version beaucoup plus basse d'entrée de gamme avec même une plus petite batterie qui fait cette fois-ci 83 kWh de capacité. C'est la capacité brute, la nette on la connaît pas encore, avec 286 chevaux et 610 km d'autonomie. Et 286 chevaux, c'est une puissance qui devrait vous parler parce qu'en fait c'est le moteur qui est piqué à la Volkswagen ID7. Voiture lointainement cousine de cette A6 e-tron parce qu'elle repose tout de même pas du tout sur la même base. C'est ce que sachez qu'ici on est sur une architecture en 800 volts évidemment, ce qui veut dire 270 kW de puissance de charge, donc ça veut dire des charges extrêmement rapides quand les conditions sont réunies. Il faut que la batterie soit préconditionnée comme il faut qu'il y ait la bonne température extérieure, etc. Et du coup, 10-80% de charge, dans les meilleures conditions, c'est seulement 21 minutes. Donc c'est-à-dire qu'on s'arrête juste sur l'autoroute pour faire une petite pause café, une petite pause pipi d'environ 10 minutes. On a déjà rechargé une bonne partie de la batterie. Donc en termes de long trajet, a priori, ça devrait quand même être plutôt une tasse de thé avec cette voiture. Donc ça, c'est pas mal. Il me reste du coup juste à vous donner le prix. 66 500 €, c'est le prix de base qu'on aura en France pour la version Sportback. 68 000 €, ce sera pour le break Avant. Et la S6, il n'y a pas encore les prix officiels. Comptez environ 105 000 € en prix de base pour le Sportback.
quelques milliers de plus pour le break, parce que la S6 existe aussi en break, évidemment. Vous pourrez normalement commander cette voiture aux alentours de septembre, du mois de septembre, avec des premières livraisons clients. Dans le mieux du mieux, ce serait fin de l'année, mais tablez plutôt sur début 2025, ça paraît quand même un petit peu plus juste. Voilà, sachez qu'en Europe, a priori, il y aurait un peu plus de la moitié des gens qui commanderaient la version en break. Et pour rien vous cacher, moi c'est celle que je préfère parce que je la trouve super stylée. J'aime bien cette arrière et cette chute de toit, je la trouve plutôt réussie. J'aimais déjà la 6 Assist Break actuelle. J'aime aussi ce Avant électrique. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, dites-nous quelle version vous préférez, est-ce que cette voiture vous intéresse ou pas, est-ce qu'elle est bien trop chère pour vous et bien trop au-dessus de vos moyens, c'est le cas pour moi, je ne vous le cache pas, même ça ne m'empêche pas d'apprécier la voiture quand même. Abonnez-vous et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Salut!